Et donc, et donc voilà, une énorme diversité. Et donc on pourrait s'attendre sur cette base un peu empirique, une diversité également importante d'atmosphère et de climat, notamment pour les petites planètes rocheuses tempérées. Alors je veux juste donner un élément un peu technique avant de continuer dans la suite de ma présentation. Ce télescope Kepler qui a permis de toutes ces découvertes scientifiques fabuleuses, il fonctionne sur une méthode d'observation que je vais évoquer plus tard. C'est pour ça que je la décris un petit peu plus en détail maintenant, qui s'appelle la méthode des transits. Donc l'idée de Kepler, c'était d'observer énormément d'étoiles dans le ciel en même temps, d'essayer d'observer des baisses épisodiques de luminosité. Alors là, j'espère que ça va marcher. C'est ce que vous montre cette animation. Vous voyez une planète qui tourne autour de son étoile. Et si on observe l'étoile et la planète dans la bonne direction, dans la bonne géométrie, vous allez voir une baisse de luminosité liée à l'éclipse générée par la planète lorsqu'elle passe devant l'étoile et qui va, en principe, si vous avez une planète, ressurgir de manière périodique. Et donc, c'est cette baisse de luminosité avec cette période constante qui va indiquer la présence d'une planète. Voilà pour ça. Alors, je dirais que si, on va dire, les 20-25 dernières années ont été essentiellement focalisées sur la détection d'exoplanètes, de leurs propriétés, de leur architecture, etc., je dirais que la direction dans laquelle va le domaine à l'heure actuelle, c'est vers la caractérisation de ces exoplanètes. On ne cherche plus seulement à essayer de trouver des exoplanètes, mais on cherche surtout à savoir de quoi ces exoplanètes pourraient être faites. Quelle est leur nature, s'ils ont une atmosphère, de quoi leur atmosphère est faite. Et en fait, il faut dire que il faut avouer que ces dernières années, ces 5-10 dernières années, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits à ce sujet par l'utilisation des meilleurs télescopes qui sont à disposition, soit sur Terre, comme le VLT ici que je vous ai indiqué, le Very Large Telescope situé au Chili, ou des télescopes spatiaux comme Spitzer qui a sonné le début de sa retraite il y a quelques mois, et le télescope spatial Hubble qui lui est toujours en activité. Donc ces ensembles de télescopes, c'est pas les seuls, il y en a d'autres, en particulier au sol, ont pu observer à plusieurs longueurs d'onde l'atmosphère indirectement de nombreuses exoplanètes afin d'inférer les propriétés, par exemple, sur leur composition de leur atmosphère. Y a-t-il du méthane, du CO2, du monoxyde de carbone? Alors, ce que je dois dire quand même, c'est que l'essentiel de ces observations de caractérisation, c'est-à-dire on essaie de révéler la nature de l'atmosphère ou d'une planète, elles se sont focalisées à ce jour sur les plus grosses, les plus grandes et les plus chaudes des exoplanètes que nous ayons à disposition. Et ça, c'est complètement logique parce que c'est lié au fait que toutes les techniques d'observation et surtout toutes les techniques de caractérisation qu'on a aujourd'hui à disposition pour en savoir plus sur les exoplanètes sont toutes beaucoup plus faciles à réaliser sur des planètes qui sont grandes, chaudes et très souvent les deux à la fois. Et je vais essayer de prendre un exemple très concret d'une méthode qui est très efficace pour caractériser les atmosphères des exoplanètes, c'est la méthode des transits, et vous expliquer brièvement pourquoi cette méthode rend plus facile une caractérisation pour les grandes planètes qui sont très chaudes. L'idée, c'est que si vous avez une étoile, la même étoile, ici une étoile solaire, par exemple, dans laquelle vous allez faire passer à gauche une grande planète et puis à droite une petite planète, vous imaginez que l'éclipse qui va être laissée par la grande planète va être beaucoup plus profonde que la petite planète. Et donc, on va s'attendre à ce que le signal laissé par une grande planète lorsqu'elle transite, lorsqu'elle passe devant une étoile, va être toujours beaucoup plus grand que celui d'une petite planète. Donc ça favorise cette méthode des signaux et donc une facilité à observer planètes comme Jupiter par des planètes comme la Terre qui seraient plus caractéristiques de ce que vous avez à droite. Mais l'autre information, c'est que plus une planète est chaude, plus elle est proche de son étoile, et donc plus elle orbite fréquemment autour de son étoile, et donc plus vous allez avoir de transit facilement observable pour cette planète-là, et donc plus vous allez pouvoir cumuler en fait en quelque sorte ce signal de transit que vous mesurez, et donc plus ça va faciliter la manière de plutôt la capacité que vous allez avoir à détecter une exoplanète. Et donc c'est pour cette raison que pour cette méthode des transits, les techniques de caractérisation favorisent les planètes qui sont grandes. Alors quand même, c'est quelque chose que je dois dire, c'est que cette démonstration que je vous fais ici, alors ça fait deux planètes différentes, de tailles différentes, mais autour de la même étoile. Et donc, si aujourd'hui on sait détecter une planète qui a la taille de Jupiter autour d'une étoile comme le solaire, on n'a toujours pas détecté de planète comme la Terre, d'ailleurs qui soit une insolation similaire à la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Et donc, la stratégie qui a été proposée maintenant il y a quelques années et qui est aujourd'hui en pleine application pour essayer de trouver des planètes qui soient semblables à la Terre, au moins en masse, en taille et en insolation,
c'est non pas de les chercher autour d'étoiles comme le Soleil, mais de les chercher autour d'étoiles qui sont de toute petite taille. L'idée, c'est que si vous ne pouvez pas changer la taille d'une planète comme la Terre, qui est fixée, vous pouvez changer la taille de l'étoile autour de laquelle vous allez chercher ces étoiles, de sorte que le signal que vous allez rechercher va être beaucoup plus grand et donc beaucoup plus facile potentiellement à détecter. Et donc, c'est de ça qu'a émergé le concept qu'on appelle dans le jargon l'opportunité des étoiles rouges, et qui consiste à essayer de chercher ces planètes semblables au moins d'apparence à la Terre, non pas autour d'étoiles comme le Soleil, mais autour d'étoiles de toute petite taille, et qui sont si petites, en fait, qu'elles ont aussi une masse très faible, une température très faible, et ont donc une couleur caractéristique, on sera un peu caricatural, mais du fait de leur température, plus rougeâtre qu'une étoile comme le Soleil, d'où leur dénomination d'étoile ou de naine rouge. Et donc l'essentiel des recherches de petites planètes tempérées se sont faites sur ces étoiles naines rouges. En fait, elles ont été extrêmement fructueuses ces dernières années, et c'est ce que résume ce diagramme ici, que vous pouvez voir sur cette slide, et qui vous montre non pas le nombre cumulé de détections d'exoplanètes, mais cette fois-ci le nombre cumulé de détections d'exoplanètes qui ont une taille, allez, grosso modo, semblable à la Terre, ou une masse, grosso modo, semblable à celle de la Terre, et une insolation, grosso modo, semblable à la Terre. Et donc, pour cette catégorie d'exoplanètes, en utilisant cette idée, cette stratégie d'aller chercher vers les étoiles de plus petite taille, et ça a super bien marché. On est passé de 2011 à la première détection d'une exoplanète dans cette catégorie à 2020, aujourd'hui quasiment 40 à 50 exoplanètes que l'on peut qualifier comme étant comme ayant des propriétés en masse, en taille et au moins en insolation qui soient très similaires à la Terre. Alors, il y a une autre chose qui est vraiment importante et que je dois vous rappeler pour que vous compreniez la suite de cette présentation, c'est qu'une autre propriété des étoiles rouges, des naines rouges, c'est que ce sont aussi les étoiles les plus communes, les plus fréquentes dans la galaxie. Et donc, une conséquence de ça, c'est que dans notre voisinage aussi, le voisinage de la Terre, si vous prenez une étoile au hasard, ça va être en moyenne plutôt une étoile rouge, une étoile de petite taille. C'est ce que résume ce diagramme qui vous montre les observations des étoiles connues situées à moins de 30 années-lumière de nous, et tous les points rouges que vous voyez ici correspondent à des étoiles dans la catégorie étoiles rouges. Donc, c'est un fait. Les étoiles à côté de nous sont des petites étoiles, des étoiles rouges, et donc où il va être plus facile de chercher ces planètes-là. Et c'est grâce à ce contexte des étoiles rouges où il est plus facile de trouver des petites planètes rocheuses tempérées, et le fait que ces étoiles soient majoritaires dans notre voisinage, que l'on a pu, ou plutôt que des équipes d'astronomes très compétents dans le domaine ont pu révéler pour la première fois ces dernières années des systèmes vraiment exceptionnels d'un point de vue des perspectives qu'ils laissent entendre d'un point de vue de caractérisation possible de leur nature, de leur atmosphère. Le premier de ces systèmes, c'est le système de Proxima du Centaure, avec la détection en 2016 de l'exoplanète Proxima b, autour, comme je le dis, de l'étoile la plus proche de nous, donc c'est potentiellement l'exoplanète aussi la plus proche de nous. Et cette exoplanète a une masse minimale qui est très proche en fait de la Terre, et puis une insolation qui est également très proche de ce que reçoit aujourd'hui la Terre. Mais un système encore plus exceptionnel que je vais évoquer plusieurs fois dans ma présentation, c'est le système du TRAPPIST-1 qui lui a été révélé au jour au monde entier en 2017 par une équipe d'astronomes dirigée par des astronomes belges, et qui est vraiment un système exceptionnel par plein d'aspects. D'abord parce qu'il est très proche de nous, pas aussi proche que Proxima, mais il est très proche de nous. Ensuite, parce qu'il a l'avantage par rapport à Proxima d'être dans une configuration géométrique telle que les 7 planètes en fait passent devant l'étoile, ce qui permet d'utiliser la méthode des transits dont j'ai parlé juste avant. Et ensuite, parce que ces 7 planètes ont non seulement des tailles et des masses qui sont très similaires en fait à la Terre, mais aussi elles ont des insolations qui sont très très proches des planètes rocheuses du système solaire, de Mars, de Vénus, mais surtout et aussi de la Terre. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant on a des cibles, et qui sont, et ça c'est ce que je vais évoquer à la fin de ma présentation, potentiellement caractérisables non seulement avec les télescopes qu'on a à l'heure actuelle, je vais vous montrer quelques exemples concrets plus tard, mais surtout sont extrêmement prometteurs avec les prochains télescopes auxquels on va avoir accès dans les prochaines années, les prochaines dizaines d'années. Alors si on veut, en attendant d'avoir ces observations concrètes, précises de la composition de la nature de ces atmosphères, essayer d'avancer un peu sur ce à quoi pourraient ressembler ces planètes, on a plusieurs possibilités. La première, alors pas forcément très rigoureuse scientifiquement, c'est de faire appel à la science-fiction. La science-fiction, c'est ce qui illustre cette slide ici, propose tout un tas de
d'imaginaire basé parfois sur une intuition qui est parfois en fait la réalité a montré que c'était plutôt correct et qui permet en quelque sorte d'une manière pas forcément très rigoureuse scientifiquement mais de voyager dans un premier temps sur ce qu'il pourrait y avoir sur ces planètes. Voilà, j'ai mis certains des exemples assez connus et qui pour certains voilà, pourraient se révéler corrects dans les années à venir mais seuls de réelles observations pourraient nous apporter ça. Et ce que la direction que j'aimerais prendre, c'est qu'en fait, il y a une démarche qui est plus raisonnable, plus scientifique qui est possible, c'est d'essayer de partir du constat suivant. OK, partons du principe que tous les processus, et on n'a pas de raison a priori de penser le contraire, qui sont en jeu dans l'atmosphère des planètes que l'on connaît, par exemple les planètes de la Terre et les planètes du système solaire, soient universelles. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser ces équations qui décrivent finalement la manière dont une atmosphère va se comporter pour les appliquer à ces exoplanètes pour essayer d'anticiper en avance avec des modèles simulant ces différentes équations mathématiques finalement quels pourraient être les climats et atmosphères possibles de ces exoplanètes. Et donc c'est sur cette base que l'on a développé maintenant avec de nombreux collègues français notamment un modèle qui s'appelle le modèle de climat global 3D d'exoplanètes du LMD ou sous son jargon le modèle générique du LMD et qui tente de reproduire un certain nombre de processus qui pourraient être à l'œuvre dans l'atmosphère de planètes. Et donc, on va essayer d'appliquer à ces exoplanètes pour essayer d'anticiper de quoi elles pourraient être faites. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce modèle, qui est un modèle très, très sophistiqué, j'aimerais juste voilà, en profiter juste pour dire juste que ce modèle dont je vais vous parler dans la suite de ma présentation, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je travaille tout seul. C'est en fait, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont travaillé sur ce modèle. D'abord sur la Terre, parce que c'est de la Terre que tire ce modèle son origine, puis ensuite sur les planètes du système solaire, et puis enfin sur les exoplanètes, j'ai montré quelques-uns des développeurs et contributeurs actifs. J'ai placé un intrus dans la slide pour essayer de vous pousser un petit peu à regarder un petit peu plus les visages, parce que derrière ces équations, il y a des visages, il y a des personnes, et je pense que c'est important de se le rappeler. Ceci étant dit, voilà, je vais vous prendre quelques instants maintenant pour vous expliquer un petit peu plus les équations qu'il y a derrière ce modèle d'atmosphère. Alors, dans un premier temps, il y a les équations de l'hydrodynamique qui essayent de simuler comment les masses d'air sont transportées dans l'atmosphère par les vents, entre autres. Et en fait, ça tire son origine des équations de Navier-Stokes. Ensuite, on a les équations du transfert du rayonnement qui vont simuler la manière dont l'atmosphère, mais aussi les gaz, les particules en suspension vont interagir avec la lumière, vont l'absorber, vont la diffuser. Les équations de la convection et de la turbulence, une sorte de version miniature des équations de Navier-Stokes. Et puis ensuite, les échanges avec la surface, qui eux peuvent être modélisés, alors c'est un peu caricatural, mais au moins au premier ordre avec les équations de la chaleur. Ensuite, les équations de changement de phase des différents gaz vers une forme liquide ou solide, thermodynamique, qui, elle, peut s'appuyer sur des... la formation de nuages, elle se base sur les équations de la microphysique. Et puis enfin, c'est un des développements qui est en train d'être mené actuellement par des chercheurs, notamment Benjamin Charnet et Franck Celsis ma connexion qui plante. Voilà. Et donc, qui consiste à essayer de prendre en compte dans le modèle des éléments de la chimie, des réactions chimiques et qui peuvent modifier sur le long terme la composition d'une atmosphère. Pour vous donner un petit peu un exemple de ce qui est possible de faire, en tout cas sur Terre, si on est capable de tirer du mieux possible chacun de ces processus, je vous ai montré un exemple ici de simulation 3D réalisée à extrêmement haute résolution. Alors, non pas en utilisant le modèle que je vais vous présenter, mais en utilisant un des modèles pionniers pour l'étude du climat de la Terre, et qui vous montre, c'est très illustratif, hein, mais comment les différents aérosols, ici c'est donc de la poussière, des aérosols organiques et puis d'autres types d'aérosols, par exemple des particules de sel en suspension, et qui vont tracer ici, comme le montre cet animé, la modélisation ici, comment vous allez voir les différentes structures atmosphériques, les vents, les cellules, par exemple, atmosphériques principales, telles que la cellule de LD, vont se comporter en atmosphère. L'idée, vraiment, le but, alors on n'en est pas du tout là sur les exoplanètes, mais le but, c'est d'essayer à terme, d'essayer d'avoir le même type d'approche, mais sur les exoplanètes pour lesquelles on a à ce jour beaucoup moins d'informations. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer quelques exemples en particulier dans les deux systèmes dont j'ai parlé, Proxima b et TRAPPIST-1, pour vous montrer un petit peu quelle pourrait être la gamme de climats possibles sur ces exoplanètes, sur la base, pour l'instant, uniquement des équations a priori universelles qui décrivent comment l'atmosphère et le climat d'une planète fonctionnent. Pour ça, je vais vous donner un petit exemple
ici de simulation qui a été réalisée pour la planète TRAPPIST-1. Et j'en profite pendant que vous regardez cette animation qui vous montre la manière dont les vents ici et la quantité d'eau sont distribués dans l'atmosphère. Je vais juste profiter pour rappeler un élément qui, je pense, va être important pour la compréhension de la suite de cette présentation, c'est qu'on s'attend, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler, mais à ce que l'essentiel des planètes dont je vous ai parlé, autour de petites étoiles rouges, soit dans un état très très particulier qu'on ne connaît pas ou peu en fait dans le système solaire. On a quelques exemples de lunes, mais non pas de planètes, qui consiste en fait à imaginer que enfin pas imaginer, à spéculer sur le fait que ces planètes, on a de bonnes raisons de le penser, sont dans un état de rotation très particulier qu'on appelle la rotation synchrone, et qui consiste à considérer que la planète, donc c'est ce qui illustre l'animation à droite, a une face qui sera en permanence orientée vers l'étoile, et donc une face a priori chaude dans le jour permanent, et puis une face en permanence opposée à l'étoile, et donc dans la nuit permanente. Ça va avoir des conséquences importantes sur les climats. Alors, en utilisant ce modèle de Martin, excuse-moi de te couper. Martin, oui. Désolé de te couper. Est-ce que tu peux couper ta caméra? On a quelques lags de temps en temps. Ah mince, ok. Je te remercie. Est-ce que c'est mieux ou... Oui, je pense. Merci beaucoup. D'accord. Excusez-moi pour ça. Du coup, j'en étais à dire que voilà, sur la base de ce modèle de climat, on a essayé maintenant quelques années d'essayer d'anticiper quelle pourrait être la gamme des climats possibles en essayant de regarder deux paramètres principaux qui sont résumés sur ce diagramme. Ce sont d'abord le contenu en eau de ces planètes, combien il y a d'eau à la surface en atmosphère de ces planètes, c'est ce que vous voyez sur l'axe des X, et combien de gaz à effet de serre y a-t-il dans l'atmosphère. Ça a été ce diagramme que je vais vous décrire dans les prochaines slides, il a été construit à partir de nombreuses simulations de modèles d'atmosphère de planètes, indiquées ici entre autres par les différentes étoiles rouges. On peut vraiment le voir comme un diagramme à deux informations, contenu en eau sur l'axe des X et quantité de gaz à effet de serre sur l'axe des Y. Je vais parcourir un petit peu ce diagramme pour vous montrer un petit peu la gamme de climats possibles qu'on pourrait s'attendre sur ces planètes exotiques. Ici, en prenant l'exemple de TRAPPIST-1e et Proxima b comme en quelque sorte exemple typique d'une exoplanète sur une orbite relativement tempérée autour d'une étoile de petite taille. Alors, je vais commencer dans des cas relativement simples, des contenus en eau qui seraient relativement faibles et une quantité de gaz à effet de serre qui serait relativement faible, un peu comme une atmosphère similaire à Mars, hein, en quelque sorte. Et donc, ce que prédisent les simulations d'atmosphère quand on les applique à ce cas particulier, c'est que on ait une formation de glacier qui soit localisée sur la face nuit, en fait, qui va jouer le rôle de piège froid atmosphérique. C'est ce que vous montrent ces résultats de simulation 3D, qui vous montrent à gauche une carte de température de surface. Donc, vous voyez des températures très chaudes sur la face jour de la planète, et puis des températures beaucoup plus froides sur la face froide, la face non éclairée de la planète. Et donc, en conséquence, on va s'attendre, c'est ce que prédisent ces simulations, à ce que la glace, ou l'eau présente dans ces simulations, vienne s'accumuler sous forme de glace sur la face nuit de la planète. Alors, ce qu'on a montré également ces quelques derniers mois, en fait, avec une étudiante qui s'appelle Ekaterina Leonova, c'est que en prenant en compte, c'est ce que vous montre cette nouvelle simulation à droite, cette fois-ci, le mécanisme d'écoulement de glacier, c'est-à-dire comment la glace va s'écouler à la surface par des équations de Navier-Stokes adaptées à ce problème bien particulier, comment la distribution de glace va évoluer à la surface de la planète. Vous voyez, ça peut énormément changer la distribution de gaz de ces planètes. Alors, pour vous faire voyager, vous faire essayer de vous imaginer un petit peu quelle pourrait être la gamme possible de climat pour ces planètes-là. Je vais vous donner quelques propositions de noms. Alors, ces planètes-là, de fait de ces deux petites bosses de glace, on pourrait les appeler des planètes cornues. Alors, il n'y a pas encore de nom officiel, mais voilà, c'est une proposition. Si vous en avez d'autres, voilà, je suis preneur. Si on continue sur ce diagramme et qu'on monte en haut à gauche, donc on a des planètes qui sont très faibles en eau, mais avec une quantité très importante de gaz à effet de serre. Dans ce cas, ce que montrent les simulations d'atmosphère, c'est que toute l'eau va finir vaporisée dans l'atmosphère, donc plus d'eau liquide ni sous forme de glace à sa surface. Et c'est ce que montrent ces simulations numériques qui vous montrent que cette fois-ci, la température peut grimper à des températures extrêmes, finalement assez semblables à l'atmosphère de Vénus. Un des résultats intéressants qui fait sujet à l'heure actuelle de beaucoup d'attention de ma part d'un point de vue recherche, c'est la mise en évidence d'une couche de nuages, c'est ce que vous voyez à droite, qui semble en fait être essentiellement localisée sur la face nuit et qui soit complètement dépourvue de nuages sur la face jour. Donc la face marron que vous voyez ici. Donc j'appelle ce type de planète-là, alors c'est pareil, c'est des objets dont on ne sait pas s'ils existent,
On peut spéculer sur un nom, voilà, que j'ai décidé d'appeler là encore une fois des planètes Moshi. Donc des planètes qui seraient bah, voilà, dont la surface visible serait potentiellement accessible sur la face jour, et puis elle sera entourée ici d'une pâte de riz, voilà, qui représenterait la couche de nuages. Voilà, sur cette parenthèse gastronomique, je vais maintenant continuer sur la suite. Donc si on va plutôt à droite, pardon, si on va à mi-chemin entre les deux, en fait, une atmosphère d'eau essentiellement, ou une quantité d'eau essentiellement localisée en surface, on a entre les deux des cas un peu exotiques. Par exemple, et c'est quelque chose qui a été montré par Jérémy Lecomte il y a quelques années, un chercheur de l'Observatoire de Bordeaux, c'est qu'il est possible d'avoir un cas un peu particulier où les glaciers que je vous ai mentionnés tout à l'heure soient en fait suffisamment étendus pour que on s'attende, au fur et à mesure qu'ils atteignent les régions de plus en plus chaudes de la planète, c'est ce que vous montre ici cette figure, ils atteignent des régions où en fait la température est suffisamment élevée pour que ces glaciers viennent fondre et former des rivières sur les bords. Par exemple, c'est ce qui pourrait s'attendre si je reprends ces simulations que je vous montre ici et que j'augmente significativement la quantité d'eau disponible sur la planète. Ce que vous allez voir maintenant, c'est que les planètes vont avoir des calottes de glace qui vont être beaucoup plus étendues. Donc pour vous donner un analogue un petit peu artistique du type de climat, alors on ne sait même pas encore s'ils existent, comme je vous l'ai expliqué, mais on peut spéculer au moins qu'ils existent. Vous avez une représentation ici de ce à quoi. Alors c'est un peu simplifié parce que si on n'a qu'un seul glacier, et moi dans les simulations que je vous ai montrées, il y en a deux, mais qui vous représentent grosso modo ce à quoi ce type de planète pourrait ressembler. Alors si on va dans la partie droite du diagramme, des contenus qui sont beaucoup plus importants en eau, on va d'abord commencer à avoir des lacs qui vont probablement se former sur la face nue de la planète. Et puis, au fur et à mesure qu'on augmente le contenu en eau, voilà, on va progressivement recouvrir la planète, la surface d'un océan qui va en fait rapidement, à partir d'une certaine quantité d'eau, être complètement globale. Donc une planète qui sera entièrement recouverte d'un océan, une planète océan, comme l'appelle Alain Léger. J'ai vu qu'il était là justement dans les participants. Et si vous descendez un petit peu le contenu en gaz à effet de serre, vous allez avoir des états un petit peu différents. Cette fois-ci, vous allez avoir une quantité de gaz qui va commencer à se former sur la face nuit de la planète, dont bien évidemment la proportion va dépendre de la quantité de gaz à effet de serre. Et ces objets, ils ont été pas mal théorisés ces dernières années. Je vous montre ici une simulation qui a été réalisée encore une fois avec le même modèle et qui vous montre la distribution à gauche de température de surface, à droite la distribution de glace à la surface de la planète. Et ce que vous voyez, c'est que la face extrêmement chaude chauffée est dégelée, la face froide ne voit pas le. Et donc on a, alors Raymond Pierre-Imbert, un des grands experts des grands ponts du domaine, a nommé ces planètes, et c'est resté dans les années suivantes, des planètes globe oculaires, parce qu'elles ont la propriété de ressembler à un globe oculaire, avec la glace ici et l'océan. Alors en fait, ce qu'ont montré de récentes études, et donc ce qu'on fait émerger en quelque sorte de nouveaux types de climat, c'est que si on prend en compte dans ces modèles l'effet de la circulation océanique, c'est ce que vous montre dans cette simulation qui a été réalisée par des chercheurs américains du NASAGIS, en particulier Anthony Del Genio et Michael Way, c'est que la distribution de température de surface et donc de glace va également changer quand on prend en compte l'effet de la circulation océanique qui va modifier la manière dont la température va être distribuée à la surface de la planète et donc aussi la position de la glace de mer, de la glace qui va se former à la surface de l'océan. Et donc, voilà, je vous mets encore une fois une distribution de la forme de la glace. Et donc, Jun Yang, un des experts du domaine, a proposé un nom qui est, je pense, relativement bien resté, Planète Homard, parce que voilà, cette distribution de glace que vous voyez ici ressemble très très fortement. Alors, c'est pas forcément super évident parce que dans la version initiale, pardon, on voyait des petits recourbements ici, mais une forme typique qui pourrait laisser penser à tout un type d'animaux ou de bestioles, mais en particulier ici, le nom qui est resté, c'est Planète Homard. Et il y a probablement plein d'autres types de planètes intéressantes à explorer qui vont émerger au fur et à mesure qu'on va complexifier la prise en compte de ces processus. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire, pour ceux qui ont eu la chance de lire ce livre Exoplanète, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, que la page de couverture de ce livre est en fait une représentation, une vue d'artiste de ce que pourrait être, en réalité, on ne sait pas si elle existe, mais une planète Homard. Alors maintenant, la prochaine étape, et c'est aussi l'aspect sur lequel je m'intéresse tout particulièrement depuis que je suis en postdoctorat à l'Université de Genève, c'est d'essayer de savoir, dans la réalité,
quelle partie de cet espace des phases en fait, pourrait être vraiment accessible par ces exoplanètes. Et la manière la plus raisonnable de trancher sur cette question, c'est d'utiliser des observations. Comment accéder finalement à ces deux quantités? La première, c'est le contenu en eau d'une planète, et puis la deuxième, ce serait le contenu de gaz à effet de serre. Alors pour ça, ça nécessite d'avoir en particulier accès à la composition de ces atmosphères. Y a-t-il une atmosphère sur ces planètes? Y a-t-il du CO2, du méthane, du monoxyde de carbone? Et je vais donner dans la suite de ma présentation quelques exemples concrets d'observations qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu et qui vont nous permettre de savoir finalement où ces planètes TRAPPIST, ces planètes Proxima b sont situées sur ce diagramme. Alors pour ça, j'ai besoin de faire quelques rappels parce que la première manière de caractériser en particulier le contenu en eau de ces planètes, c'est d'utiliser leur densité. Alors pour ça, je vais faire quelques rappels. Voilà, il y a tout un certain nombre de planètes, d'exoplanètes, pardon, qui ont été observées à ce jour et dont on connaît aujourd'hui la masse et le rayon. Et donc, si on connaît la masse et le rayon d'une planète, on connaît sa densité. On peut inférer des informations sur sa composition. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochaines slides. Quelque chose qu'on peut faire au passage, c'est d'essayer de les placer sur un diagramme masse-rayon. C'est-à-dire qu'on va placer sur ce diagramme masse-rayon la position connue sur ce diagramme de toutes les planètes dont on a accès à la fois à ces deux quantités. Avec ici des barres d'erreur, bien évidemment, qui sont relativement grandes pour une grande partie de ces planètes, qui témoignent de la difficulté des mesures qui doivent être faites pour mesurer à la fois la masse et le rayon d'une exoplanète. Ce qu'on peut faire, c'est en parallèle à ces détections d'exoplanètes, ces mesures d'exoplanètes, on peut fabriquer des modèles d'intérieur de planètes et d'atmosphère de planètes, c'est-à-dire qui vont simuler finalement quelle est la taille physique d'une planète, telle qu'on l'observerait si elle transite devant une étoile, en fonction de quels matériaux, de quelles molécules cette planète est composée. Et donc à partir de ça, on est capable ici, vous avez la référence avec les planètes du système solaire pour avoir une comparaison, de comparer par exemple des planètes qui auraient à l'intérieur fait que de fer, que d'eau ou que d'hydrogène. Et ce que vous voyez, c'est que logiquement, les planètes du système solaire qui sont rocheuses seront assez proches d'une courbe fer-roche. Les planètes Uranus-Neptune sont grosso modo à mi-chemin entre des planètes qui sont riches en eau et riches en hydrogène. Et puis les deux planètes les plus grosses du système solaire, Saturne et Jupiter, sont elles beaucoup plus proches d'une composition enrichie en hydrogène. Et donc cette démarche, elle permet, dans un premier temps, il y a beaucoup de dégénérescence parce qu'il y a plusieurs compositions qui permettent d'accéder à la même information sur la masse et le rayon, mais elle permet dans un premier temps d'apporter des informations assez préliminaires sur la composition des planètes du système solaire, mais aussi des exoplanètes, et c'est ce que je vais essayer d'aborder dans les prochaines slides. Alors je vais essayer de placer sur ce diagramme les seules planètes rocheuses tempérées dont nous connaissons à la fois la masse et le rayon. Il se trouve, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer dans cette présentation, que les seules planètes qui tombent dans cette catégorie sont en fait les 7 planètes du système TRAPPIST 1, que j'ai indiqué ici par 7 points rouges. Alors je vais zoomer un petit peu sur cette slide pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail. Alors ce que vous voyez déjà, c'est que les barres d'erreur sont déjà inclus. Et donc ce que vous voyez, c'est que non seulement ce sont les seules planètes rocheuses tempérées dont nous avons accès finalement à la masse et au rayon, c'est vraiment une spécificité de ces planètes-là, mais surtout on les connaît avec une précision qui est littéralement sans précédent pour ce type de planète au moins, et qui va permettre, et c'est ce que je vais apporter dans les prochaines slides, d'apporter des informations déjà assez intéressantes sur le contenu en eau. Alors pour ça, je vais faire encore la même démarche. Je vais prendre les 7 planètes du système TRAPPIST 1 avec la masse et le rayon. Puis je vais ajouter par-dessus ces planètes des relations masse-rayon qui sortent de modèles théoriques d'intérieur de planètes, d'atmosphère de planètes, et qui vont permettre d'inférer la composition de ces objets. D'abord, je vais le faire pour des planètes qui auraient un intérieur qui serait similaire à ceux des planètes rocheuses du système solaire. Ensuite, un intérieur qui serait essentiellement composé de roches. Et puis ensuite, le meilleur accord ici qui est obtenu sur une composition environ de 20% de fer. Mais comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure, il y a en fait une dégénérescence sur cette comparaison. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs combinaisons de matériaux qui peuvent conduire à une relation masse-rayon. En fait, on peut utiliser en particulier ces dégénérescences, je vais revenir après, pour inférer des informations sur le contenu, en particulier en eau de ces planètes. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les planètes, TRAPPIST 1, B, C, D, ici, les planètes les plus internes du système, dans un diagramme masse-rayon à droite, et puis les planètes les plus externes, E, F, G, H, dans un diagramme à gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire des relations masse-rayon. Donc ici, composition terrestre, et en noir, composition essentiellement de roches, sur lequel je vais ajouter en fait une couche d'eau
qui va être soit sous forme condensée à gauche pour les planètes les moins irradiées, soit sous forme de vapeur pour les planètes les plus irradiées, parce que les modèles d'atmosphère prédisent que sur ces planètes, s'il y a de l'eau, ils doivent être dans l'atmosphère. Et je vais construire comme ça quel est le rayon attendu d'une planète en fonction de sa masse et en fonction de sa composition d'eau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, à droite, planètes avec de la vapeur, à gauche, planètes qui sont avec des océans d'eau à leur surface, éventuellement recouverts d'une couche de glace. Et puis, je vais ajouter, voilà, une composition d'eau à droite qui va augmenter, à gauche qui va augmenter. Ce que vous voyez, c'est que tout de suite, les relations masse-rayon à droite augmentent beaucoup plus rapidement qu'à gauche, tout simplement parce que, alors c'est un peu caricatural, mais si vous mettez de l'eau sous forme de vapeur, elle va prendre plus de place que si vous la mettez sous forme condensée. Et donc, pour une quantité d'eau donnée, les relations masse-rayon donnent des planètes beaucoup plus gonflées quand l'eau est sous forme de vapeur. Alors, on peut continuer jusqu'à 5%, 25%, 55%, 75%, 100%. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut utiliser ces informations théoriques sur quel est le rayon attendu d'une planète en fonction de sa masse et de son contenu en eau pour essayer d'en déduire rétrospectivement quel pourrait être le contenu en eau des planètes. Ça s'appelle, ici en l'occurrence, faire le problème inverse. Et donc, c'est ce que va résumer ce diagramme que je vais vous montrer maintenant, qui va vous montrer le contenu en eau attendu des planètes du système TRAPPIST-1 en fonction de l'information que nous n'avons pas à l'heure actuelle sur le contenu en fer de leur intérieur. Donc, en gros, à quel point l'intérieur, la partie rocheuse ou fer de la planète est plus ou moins dense. Et vous avez ici une première estimation, par exemple, avec une fraction de fer de l'intérieur de la planète qui serait de l'ordre de 18% ou 25%, ou 32,5%, donc similaire aux planètes rocheuses du système solaire, ou enfin 50%. Alors bien sûr, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande gamme de résultats possibles en fonction de la planète en fonction de l'intérieur qui est considéré, et comme on n'a pas accès à l'intérieur de la planète, on peut bien évidemment pas complètement trancher sur le contenu en eau des planètes, mais on peut dire déjà deux choses intéressantes. La première, c'est que les planètes internes du système, quel que soit le scénario raisonnable considéré pour la fraction de fer de l'intérieur de la planète, sont vraisemblablement dépourvues d'eau. D'accord? Donc, ça veut dire que sur les diagrammes que je vous ai montrés tout à l'heure, ces trois planètes internes seraient vraisemblablement situées plutôt sur la partie gauche de ces diagrammes. Si on utilise les trois planètes comme étant finalement caractéristiques de l'intérieur typique de ce que pourrait être l'intérieur d'une planète qui orbiterait autour de l'étoile TRAPPIST-1, on peut en fait utiliser ces trois planètes-là comme une forme de proxy pour prédire la composition interne des planètes externes et donc en déduire par conséquent une estimation sur le contenu en eau des planètes externes. Si on fait cet argumentaire, on arrive à une fraction pour le contenu en eau de l'ordre de quelques pourcents d'eau maximum. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'encore une fois, sur le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, on est situé entre 1% d'eau ou 0. Et ça, il va falloir attendre des observations supplémentaires pour en savoir plus. La deuxième technique qui va nous permettre d'apporter des informations très importantes sur la présence d'atmosphère sur ces planètes, et éventuellement de quoi elles pourraient être faites, composées, c'est la méthode de spectroscopie. Alors, de la même manière que quand une planète passe devant une étoile, et donc laisse une baisse périodique de luminosité qui va être propice à sa taille. En fait, quand l'atmosphère elle-même de la planète va passer devant l'étoile, selon la composition moléculaire de cette atmosphère, donc selon les propriétés spectroscopiques des molécules de l'atmosphère, comment ces molécules vont absorber la lumière, on va s'attendre à ce que le rayon de la planète, et c'est ce qu'indique cette illustration, soit modifié selon la présence de telle ou telle molécule en fonction de la longueur d'onde à laquelle vous faites cette mesure de transit. Alors, cette technique, elle a été utilisée à ce jour essentiellement sur des planètes qui sont très grandes, très chaudes, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire, mais on a quand même quelques informations à disposition, en particulier sur les planètes du système TRAPPIST-1, pour lequel on a été capable de réaliser, pour la première fois, c'était des travaux pionniers par les différentes personnes que j'ai mentionnées en bas à droite, qui ont permis de réaliser ce spectre que vous voyez ici, qui est probablement le seul spectre, ou un des seuls spectres que l'on a aujourd'hui à disposition en transit pour une planète qui soit à la fois rocheuse et tempérée. Ici, c'est le spectre de TRAPPIST-1. Ce qui vous montre, c'est le rayon mesuré de la planète en fonction de la longueur d'onde à laquelle vous l'observez, avec chacun des points colorés qui correspondent ici à différentes observations par différents télescopes. Donc à droite, le télescope Spitzer, en rouge, en noir, le télescope Hubble, en violet, le télescope Kepler, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis dans les autres couleurs, différents télescopes au sol, notamment le réseau de télescopes belge Speculos, qui a permis d'obtenir le point que vous voyez ici. Alors, ce qu'on est capable de faire à partir de ces spectres en transit, ici mesurés en termes de rayons par rapport de rayons de la planète, pardon, c'est de les comparer encore une fois à des modèles d'atmosphère
qui vont permettre de prédire, OK, selon telle ou telle composition d'atmosphère, quel type de spectre de rayon nous attendons-nous. Donc, on est capable de faire, par exemple, des comparaisons avec qu'est-ce qui se passerait si la planète avait une atmosphère qui était très riche en hydrogène et en hélium. Et en fait, on peut utiliser cette comparaison avec le modèle que vous voyez en bleu d'une atmosphère riche en hydrogène et hélium, où les variations spectrales en fonction de la longueur d'onde sont tellement importantes qu'il est en fait possible d'utiliser ces mesures observationnelles de spectre en transit pour en fait inférer l'information suivante. Très probablement, il n'y a pas d'atmosphère riche en hydrogène et en hélium sur la planète TRAPPIST-1. En fait, on peut faire la même démarche sur toutes les 7 planètes du système TRAPPIST-1 et obtenir la même conclusion. C'est exactement le même scénario que je vous propose ici. Chacune des 7 planètes TRAPPIST-1 du système TRAPPIST-1 ont, de par cette comparaison entre les observations qui sont faites et les spectres simulés, ont vraisemblablement une atmosphère qui n'est pas, si elles ont une atmosphère composée d'hydrogène ou d'hélium. Maintenant, si on veut sonder la présence de molécules plus lourdes, comme de la vapeur d'eau, comme du CO2, du dioxyde de carbone, comme du méthane, comme du monoxyde de carbone, qui sont des espèces que l'on détecte maintenant fréquemment sur des planètes qui sont grandes et chaudes, eh ben, on a besoin de télescopes qui vont être capables d'aller observer avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse, les variations spectrales du rayon de ces planètes en fonction de la longueur d'onde. Et le meilleur espoir que l'on ait à l'heure actuelle pour faire ça, du moins sur les 7 planètes du système TRAPPIST-1, qui sont les meilleurs candidats qu'on ait à l'heure actuelle, et probablement les meilleurs candidats qu'on aura dans les prochaines années, et probablement même pour une période de temps très très longue, c'est d'utiliser le télescope spatial James Webb, un monstre qui va probablement être lancé d'ici quelques mois, potentiellement quelques années, dans l'espace, un télescope de 6,5 mètres de diamètre qui va pouvoir observer sur une grande couverture en longueur d'onde différents types d'objets astrophysiques, et notamment ces exoplanètes TRAPPIST-1. Alors pour vous donner un petit avant-goût de ce que l'on espère pouvoir faire avec ces observations qui pourraient être réalisées par le télescope spatial James Webb, je vous montre ici un spectre, cette fois-ci qui est simulé, qui vous montre cette fois-ci la profondeur de transit, c'est-à-dire en gros qui est caractéristique de quelle est la fraction de la surface de l'étoile qui va être couverte lorsque la planète va passer devant elle. C'est une mesure plus fine des variations spectrales ici de ce spectre en transit. Et ce que vous voyez en rose, c'est le résultat d'un modèle. Et les petits points que vous voyez ici avec des barres d'erreur, c'est le signal attendu en prenant en compte toutes les sources de bruit attendues, ici, qui composent les barres d'erreur et qui donnent une première impression, une première estimation du type de signal qui pourra être mesuré ici pour la planète TRAPPIST-1e en cumulant presque 14 transits, c'est-à-dire 14 épisodes d'occultation de la planète TRAPPIST-1e, pardon, devant l'étoile TRAPPIST-1. Alors, ce que vous voyez, c'est que c'est extrêmement prometteur pour cette atmosphère ici, qui est en fait très similaire à l'atmosphère de la Terre, simulée dans le modèle. On observe que des molécules telles que le méthane et le CO2, ici, ces différentes bandes, seront accessibles avec un taux de significativité qui sera extrêmement bon et qui pourra permettre potentiellement en quelques transits, quelques dizaines de transits, d'accéder à la composition de ces atmosphères. Et ce que je vous montre ici pour la planète TRAPPIST-1e est en fait vrai pour l'essentiel des planètes du système TRAPPIST-1. Je vous montre ici quelques exemples de spectres qui ont été calculés pour les différentes planètes du système. Et ce que vous pouvez observer, c'est que chacune finalement des 7 planètes du système, ici j'en ai montré 4 comme exemple, pourra, en quelques transits d'observation, et si elles ont une atmosphère, bien sûr c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu aujourd'hui, pourra trahir la présence de molécules très fréquentes dans les planètes rocheuses du système solaire, telles que le CO2, le méthane, mais aussi le monoxyde du carbone, par exemple, l'ammoniac et d'autres molécules de ce type. Par exemple, l'ozone fait aussi partie des bons candidats. Avec une information très intéressante, un des résultats qui est, je pense, très intéressant pour cet aspect planétologie comparée que j'ai abordé au tout début de ma présentation, qui est que on pense que le CO2, en particulier, notamment via sa signature spectrale à autour de 4,3 micromètres, est une molécule qui va être, sauf s'il y a quelque chose qui nous échappe dans ces modèles, dans ces simulations, mais une molécule qui devrait être accessible pour chacune des 7 planètes du système TRAPPIST-1 si l'on est capable d'observer au moins quelques transits sur chacune des planètes. Donc ça, c'est extrêmement prometteur pour la caractérisation de l'atmosphère de ces planètes dans les quelques années à venir. Pour finir, il me reste, je pense, 1 ou 2 minutes avant d'arriver à la fin de la présentation. J'aimerais vous donner aussi un autre type de perspective qui est notamment beaucoup développé ici à l'Observatoire de Genève, dans lequel je travaille, en particulier par Christophe Lovy, qui est chercheur à l'Observatoire de Genève.
qui consiste à aller observer non pas ces exoplanètes avec la méthode de spectroscopie de transit dont je vous ai parlé, mais une méthode complètement différente qui consiste, et ce que je vais expliquer dans les prochaines slides, à aller observer ça, le meilleur télescope que nous ayons à disposition pour envisager ces observations que je vais décrire dans quelques instants, c'est le télescope extrêmement large européen qui est actuellement en construction en Chili, qui devrait, on l'espère, être prêt en 2025 et qui devrait, dès 2030, avoir les bons instruments, les instruments qu'il faut pour faire les observations de certaines des exoplanètes rocheuses tempérées, en particulier de l'exoplanète Proxima b. L'idée, ça va être de tirer l'avantage du fait que ces exoplanètes, en particulier Proxima b, sont tellement proches de nous, en distance physique. Proxima b, elle a 4 années-lumière de nous, donc ça reste très loin par rapport aux distances, bien évidemment, auxquelles on a des références, mais qui reste très proche par rapport à l'ensemble des systèmes exoplanétaires connus. C'est l'exoplanète la plus proche de nous. On va tirer avantage de cette proximité de la planète Proxima b pour en fait venir séparer spatialement la lumière qui est émise par l'étoile, Proxima du Centaure, et la lumière qui serait réfléchie par la planète ici Proxima b. Si on est capable de faire ça, donc si les conditions de distance sont suffisantes pour faire ça, la taille du télescope suffisamment grand pour faire ça, il est possible, au fait de venir cacher par ce qu'on appelle un coronographe la lumière qui va être émise par l'étoile, afin de faire ressortir en quelque sorte la contribution de la planète. Ici, ça correspond à la lumière qui va être réfléchie par la planète, potentiellement Proxima b, et en combinant, et donc ça c'est vraiment la nouveauté, un spectrographe. Je vous montre ici un design typique de spectrographe qui s'appelle Ristretto, qui va être en construction, on l'espère bientôt, à l'Observatoire de Genève, par des spécialistes de l'instrumentation de l'Observatoire de Genève, en direction avec Christophe Levy, qui va permettre, en utilisant à la fois cette capacité à séparer la lumière de son étoile, donc pour faire ressortir la lumière de l'étoile, mais en même temps, en utilisant une information qui est à très haute résolution spectrale et qui va permettre en fait de séparer finalement la contribution de la lumière qui vient de l'étoile avec la contribution de la lumière qui vient de la planète. Et bien, ces deux techniques mises bout à bout vont permettre, on l'espère, et donc c'est un aspect que je n'ai pas le temps de discuter dans ma présentation, mais de caractériser pour la première fois tout un tas de planètes qui sont très très proches de nous, qui font partie de cette gamme d'exoplanètes rocheuses tempérées, dont Proxima b est un peu l'emblème, et donc va nous donner aussi par une autre méthode, alternative à la méthode de spectroscopie de transit, d'ici quelques années, on l'espère, des informations concrètes, non seulement sur l'atmosphère de ces planètes, mais aussi éventuellement sur la présence de surfaces réflectrices, comme la présence de glace, d'océans, qui ont des particularités de réflexion bien précises, ou éventuellement même de nuages, et qui pourraient permettre, de ce fait, d'avoir des informations pour permettre de dissocier, de trancher entre différents scénarios climatiques que je vous ai présentés pendant la présentation. Voilà, et sur ce, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'espère que la connexion n'a pas été si mauvaise que ça. Et je vous écoute pour des questions, je serai ravi. Et pour ceux qui des questions pourraient venir plus tard ou qui préfèrent garder leurs questions pour plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un email directement. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Martin, c'était une présentation vraiment très impressionnante. Je vais passer la main à Hervé. Hervé. Oui. C'est bon, tu peux déjà… Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci Fabien de m'avoir relayé en début de séminaire parce que j'étais en fin de soutenance de thèse, et surtout merci beaucoup à Martin d'avoir accepté de donner ce séminaire pour la SFE. Donc, on va passer tout de suite aux questions. Donc, vous pouvez les mettre dans le chat, et puis éventuellement, vous pourrez les poser directement si vous le souhaitez. Donc, alors j'ai eu en message privé une question. Alors, Claude Turbet, alors je ne sais pas si c'est lié, il y a une relation. C'est quelqu'un que je connais bien, oui. Ouais, donc tu connais. Donc je vais lire la question
Donc, alors, est-ce que tu peux nous donner une idée de la complexité de l'outil de simulation que tu utilises? Alors voilà, comme exemple, le nombre de lignes du code ou le nombre de D'accord. en cumulé depuis la première version, en gros, pour donner, j'imagine, une idée voilà, de tout le travail qu'il y a derrière en, en calcul. Ouais, bah, je pense que comme je l'ai expliqué, la quantité de personnes qui ont travaillé sur ce modèle depuis maintenant plus de 30, presque 40 ans, elle témoigne du fait que c'est un modèle extrêmement compliqué, qui a impliqué énormément de personnes, énormément de thèses, de stagiaires, de chercheurs. Alors, ce modèle, pour vous donner un petit peu l'ordre de enfin, une idée un petit peu de la monstruosité ou de la complexité que ça fait, c'est un modèle qui a été, comme je l'ai dit, initié il y a presque 30-40 ans pour étudier d'abord l'atmosphère de la Terre. Euh, et donc, pour essayer d'étudier, bien sûr, les questions du changement climatique, de l'impact de l'homme sur la Terre. Et donc, voilà, plusieurs chercheurs, en particulier François Forget, du LMD, ont décidé, il y a quelques années, maintenant quelques dizaines d'années, d'adapter ce modèle aux différentes planètes du système solaire, Mars, Vénus. Puis ensuite, quelques années, adapté aux exoplanètes. Alors, pour donner un ordre d'idée du nombre de lignes, alors bien évidemment, ça dépend des différentes versions du modèle, mais l'ordre de grandeur, c'est plusieurs centaines de milliers de lignes, voire presque 1 million, en fait, si on inclut l'ensemble des modules qui peuvent être associés à ce modèle-là. Donc là, c'est vraiment un énorme modèle, sachant que voilà, chaque millier de lignes, bien sûr, parfois correspond. On a perdu le son. Ouais, je pense qu'il faut que tu coupes ta caméra, malheureusement. Ah C'est mince, moins sympa, mais c'est. ouais, je suis désolé. Non, non, mais c'est pas de ta. Euh, Je sais bien que c'est pas de ta faute. Ouais. J'entends pas, surtout quand mon son coupe, donc je peux pas. Faut pas hésiter à m'arrêter, hein, Ouais, donc voilà, je c'était. peux Tu bref disais résumer. chaque millier de lignes correspond à peu près à, et Ouais, puis c'est là qu'on s'est perdu. Ouais. oui, ce que je disais juste, c'était que voilà, donc c'est un code qui est extrêmement bien sûr copieux en nombre de lignes. Je disais c'est plusieurs centaines de milliers de lignes, mais ce qu'il faut voir, c'est que même chacune des lignes ou dizaines de lignes ou centaines de lignes peut parfois correspondre à des années de travail de thèse. Donc c'est énormément de travail. Ouais. Voilà, ce que je Ok. veux juste dire pour finir là-dessus, c'est que c'est tellement de travail en fait qu'une personne en soi ne peut pas mener ce projet-là. C'est un projet qui, je pense, ne peut avoir lieu qu'en mettant des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes ensemble. Et voilà, je pense que c'est la démonstration de ce besoin de parfois sur certains projets mettre beaucoup de personnes à travailler ensemble. D'accord. Alors il y a une personne, Alexis. Alors les noms sont coupés hein, sur mon petit écran là. Alexis Catolino. Je pense ouais, qu'il demande où est-ce qu'il y a moyen d'avoir ta thèse en format numérique, alors peut-être sur ton site web ou. Ouais, bah, il ou elle peut m'envoyer un email tout simplement. Et puis voilà, je Voilà. pense qu'elle est disponible sur thèse.fr comme je crois la plupart des thèses sinon de doctorants qui ont fait leur thèse en France. Alors une question donc transmise par Robin Isnard. Voilà, j'avais cru comprendre que les étoiles rouges étaient assez variables dans leur émission. Est-ce tout le temps vrai ou y a-t-il des cas assez stables pour ne pas irradier une potentielle vie sur un corps en orbite? Donc c'est question liée justement aux activités un peu particulières de ces petites étoiles rouges comme dans le cas de TRAPPIST. Alors, il y a deux aspects dans la question. Je pense qu'il y a il y a les variabilités. La première question, c'était est-ce qu'on s'attend à ce que l'émission de l'étoile varie beaucoup? Il se trouve qu'en fait, TRAPPIST 1, potentiellement, on n'en est pas sûr hein, parce que c'est une étoile qui est assez vieille, ne montre pas, en tout cas dans les données d'observation qu'on a de Spitzer, de Hubble, etc. Ça répond à la première question. Par contre, ça peut être une problématique, cette variabilité temporelle, pour des histoires d'observation avec James Webb, comme on n'est pas exactement sûr du niveau de cette variabilité. Voilà, il y a encore la possibilité que cette variabilité, dont on n'est pas encore certain d'avoir caractérisé, puisse impacter les observations de James Webb. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, qui, elle, consistait plutôt à s'intéresser, OK, est-ce que ces étoiles-là, elles peuvent avoir une activité, mais cette fois-ci, une activité non thermique, par exemple des éruptions solaires, des flares, etc. Alors oui, c'est un aspect qui est extrêmement débattu, qui laisse penser une partie de la communauté que peut-être ces planètes, TRAPPIST 1 en particulier, du fait de cette activité stellaire de l'étoile TRAPPIST 1,
qu'on mesure, hein, pour le coup, avec des vraies mesures dans les rayons X, je ne vais pas montrer d'image ici, mais il y a des vraies mesures qui montrent l'existence de cette activité, bah, elles pourraient très bien avoir toutes perdu leur atmosphère. En fait, pour l'instant, on n'a aucune information sur la... On est capable d'exclure certains types d'atmosphère, mais on n'est pas capable de dire à l'heure actuelle si elles ont une atmosphère. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sauf surprise, éléments que l'on aurait oubliés sur ces observations de James Webb, éléments qu'on aurait négligés, on devrait être capable de répondre à cette question, est-ce que les planètes ont une atmosphère ou pas? De quoi elles sont faites, et donc on devrait être capable de dire, bah, est-ce que c'est, dans quelques années, on devrait être capable de dire, ok, est-ce que cette activité stellaire, est-ce qu'elle est vraiment problématique pour les planètes qui tournent autour d'étoiles rouges ou pas? Et je pense que la seule manière de trancher voilà, sur cette question compliquée, c'est de le faire par des observations, et donc les observations de James Webb devraient permettre de répondre à cette question. Merci. Alors, autre question. Concernant l'analyse spectrale des atmosphères gazeuses, y a-t-il des signatures spécifiques de la présence de vie telle que nous la connaissons sur la Terre? Question courte, réponse à mon avis, Ouais. qui peut être plus longue. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Moi, je ne sais pas du tout ma spécialité. Ce sujet-là, il s'appelle la recherche de biosignatures. Il y a énormément de débats. En fait, dès qu'on trouve une nouvelle biosignature, quelques années plus tard, quelqu'un vient avec une explication tout à fait raisonnable pour expliquer un contexte ou une situation qui permettrait d'arriver à la détection de telle ou telle molécule. Alors, je dirais qu'à part certains types de molécules, genre des CFC, des gaz de ce type, mais bon, qui seraient plus la trace d'une technologie plus que d'une vie primitive. C'est une question qui est très compliquée, je dirais, et je pense que c'est une idée qui est prise par certaines personnes à la communauté, notamment qui est vendue fréquemment par Franck Celsis, c'est que tant qu'on n'aura pas le contexte de ces exoplanètes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elles sont évoluées, comment elles se sont formées, de quoi est composé grosso modo les éléments principaux de ces planètes, y a-t-il beaucoup de CO2, pas du tout, etc. Tant qu'on n'aura pas ces informations primaires du contexte, ça va être assez difficile d'en dire plus. En fait, et donc, bien sûr, c'est beaucoup trop tôt pour anticiper ce qui va se passer, mais je serais assez prudent à ce jour avec les instruments, même dans les années, à disposition dans les années prochaines, pour vraiment de raconter des choses intéressantes sur cette question particulière. Je pense que vraiment l'étape, avant d'en arriver là, ça va être de dire, OK, de quoi ces planètes, si déjà si elles ont une atmosphère ou pas, et puis surtout, de quoi elles sont faites. Une fois qu'on aura compris ça, pourquoi? Et ensuite, il va y avoir un travail de se dire, OK, si elles ont telle atmosphère, pourquoi? Comment ça se compare aux planètes du système solaire? Est-ce que ça fait sens? Ça va nous donner des informations sur les processus qui ont fait que les planètes sont comme ça et pas comme ci. Et je pense que c'est une fois qu'on aura intégré toutes ces informations-là, qu'on pourra peut-être ensuite, de manière plus pertinente, s'attaquer à la question de ces biosignatures et de cette recherche de vie. Merci. Une question d'Olivier Poc. Si l'on peut espérer voir la lumière réfléchie par la surface de certaines exoplanètes, il faut qu'elle soit relativement peu nuageuse. Est-ce que les modèles de climat permettent de savoir si les planètes qui ont une quantité de nuages similaire ou, pardon, excusez-moi, si les planètes qui ont une quantité de nuages similaire ou plus faible que la Terre sont fréquentes? Est-ce que tu veux que je relise? Alors, je peux dire deux trucs. Alors, la première chose, c'est que... Non, c'est bon, j'ai même le message, en fait, donc je le vois. Oui, d'accord, tu peux voir. Directement. Okay. Alors, la première chose que je peux dire, c'est qu'en fait, alors du coup, en fait, ce que montrent les modèles, c'est que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire, les modèles, donc on est capable de prédire les nuages, bien sûr, avec certaines formes de simplification, mais on est capable de prédire au moins en premier ordre, on espère, la position et sous quel contexte on pourrait s'attendre à avoir des nuages qui se forment. Et ce que montrent ces modèles-là, c'est que plutôt, en fait, les planètes qui ont des nuages, au moins qui ont des nuages donc sur la partie illuminée de la planète, donc celle qui va recevoir la lumière de l'étoile, et ben c'est ces planètes-là qui, en général, conduisent à plutôt beaucoup de réflexions, qui sont plus faciles, qui devraient être plus faciles à observer en lumière réfléchie. Donc, soit des planètes, les meilleurs candidats, hein, on pense à l'heure actuelle, c'est des planètes qui seraient recouvertes de glace, parce que la glace, voilà, c'est très réfléchissant, ou des nuages, parce que c'est aussi très réfléchissant. Maintenant, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que certains modèles montrent que, par exemple, si vous prenez, alors ça je vais faire vraiment une petite exploration très théorique, mais si vous prenez une planète océan, donc recouverte d'océan, et que vous la mettez à la place de TRAPPIST-1e, par exemple, ce que prédisent beaucoup des modèles, quasiment la totalité des modèles
d'atmosphère 3D qui ont simulé ce cas particulier, c'est qu'il va y avoir une couche de nuages qui va se former en fait au point substellaire. La raison, c'est qu'au point sous l'étoile. La raison, c'est que voilà, c'est au niveau en fait de l'étoile que du point sous l'étoile, donc au niveau de la face illuminée, que en fait la quantité quasiment totale de flux solaire va arriver. Donc ce flux solaire va venir chauffer en fait, la surface, évaporer de l'eau, générer de la convection, et c'est ce mécanisme combiné qui va générer des nuages au point substellaire. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'une des prédictions de ces modèles-là, c'est que si ces planètes-là, pour elles, la règle, c'est d'avoir un océan complet, et ben, il y a une grande gamme de modèles qui prédisent qu'il devrait y avoir potentiellement une couche nuageuse importante qui se forme sur ces planètes-là. Et ça c'est quelque chose qu'on pourrait détecter potentiellement avec ces observations en lumière réfléchie dont j'ai parlé à la fin de ma présentation. Donc, oui, carrément, il y a vraiment un impact direct de ces nuages. Ouais. Ok, merci. Tiens, j'ai quasi une des questions que j'avais. Moi, tu disais qu'avec le JWST, on envisage de faire des observations de trappistes. Donc, tu montrais des spectres avec 14 transits, 4 transits. Est-ce que ça correspond à combien de temps d'observation? Est-ce que c'est des temps d'observation qui sont réalistes et qu'on pourrait effectivement mobiliser pour observer, utiliser le James Webb pour faire de telles observations. Et en même temps, est-ce que on peut imaginer avec le James Webb voir des molécules comme là, je vois pas l'eau dans les modèles que tu montres, et éventuellement de l'ozone. Est-ce qu'on est dans des gammes de longueur d'onde accessibles au Ouais. James Webb? Alors, la première question sur le temps d'observation. Alors, pour donner un ordre de grandeur, alors la durée d'un transit et la durée de la quantité de lumière qu'on veut hors transit, elle va affecter un peu tout ce qui est overhead et tout ça, le temps de récupération des données, qui est assez compliqué avec James Webb en principe, change un peu tout ça, mais l'ordre de grandeur, c'est environ 5 heures d'observation par transit. Ce qui veut dire que, par exemple, pour atteindre 14 transits, comme je l'ai indiqué ici pour TRAPPIST 1E, on est autour de, si je dis pas de bêtises, ça fait 70 heures à peu près d'observation. Donc ça fait quasiment 4 jours d'observation cumulée. Alors, si on veut faire ça sur les 7 planètes, ça fait quasiment un mois d'observation cumulée. C'est beaucoup, un mois d'observation cumulée, mais je pense que c'est un des cas scientifiques les plus intéressants qui peuvent être réalisés par le James Webb. Et donc, je pense et j'espère que ce temps d'observation sera dépensé sur les 5 ans, potentiellement plus, d'années d'opération du James Webb. Voilà, sachant que on pense possiblement avoir des informations préliminaires des 3, 4, 5 transits, et donc on pourrait savoir aussi si ça vaut le coup ou pas, au bout de quelques transits, de continuer à en accumuler pour avoir plus d'informations. Ensuite, sur la deuxième question, qui est de savoir quel type de molécules on pourrait accéder. Alors, la plus facile, je pense, alors bien sûr, ça va dépendre de ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces planètes, mais ce sera probablement le CO2, ensuite le méthane. L'eau, c'est un peu compliqué parce que, en fait, aux conditions d'insolation de ces planètes-là, quand il y a de l'eau, souvent, il va condenser en fait à la surface. Donc, à part pour les planètes les plus internes, ou comme je l'ai expliqué dans une partie de ma présentation, on s'attend à ce que l'eau, si elle est présente, soit dans l'atmosphère. Pour toutes les planètes externes, ça va être assez compliqué. Pour les planètes plus internes, c'est potentiellement accessible. Je ne vais pas montrer ici de simulation, mais il y a des simulations pour les planètes, par exemple TRAPPIST 1b, C et D, qui montrent que, encore une fois, en quelques transits, on devrait pouvoir mettre en évidence la présence d'eau, même s'il y a des nuages. Donc ça, c'est aussi très prometteur. Maintenant, pour les autres types de molécules qu'on pourrait accéder, alors je n'ai pas le nom de tous les types de molécules, mais je peux donner deux molécules qui sont assez intéressantes, je pense. La première, c'est l'oxygène. On a découvert, en fait, dans une étude il y a quelques années, cette année, en fait, conduite par Thomas Faucher, un chercheur américain, que l'oxygène a en fait une signature autour de 6-7 microns, et qui pourrait, avec l'instrument MIRI sur le James Webb, être potentiellement détectable. Donc là, par contre, ça nécessiterait plus de transit. Ça nécessiterait probablement 20 ou 30 transits. Pardon. Donc c'est peut-être plus difficile à accéder. Idem pour l'ozone, le même instrument, MIRI, pourrait aussi permettre sur ces planètes-là, mais encore une fois, le nombre de transits risque d'être probablement assez grand. Donc, je ne sais pas si c'est des choses peut-être qui vont être tentées sur le James Webb, mais ça va être plus difficile que pour les molécules, par exemple, comme le CO2 et le méthane que j'ai mentionné ici sur ces diagrammes. D'accord.
Merci. Dominique Boisdin qui demande si, voilà, en dehors de Proxima b et TRAPPIST, il y a d'autres systèmes planétaires à observer dans les années à venir. Je pense plutôt, sous-entendu, prioritaires selon toi. Alors, il y en a plein, hein. Là, aujourd'hui, ma présentation, j'ai présenté des planètes que je mets dans la catégorie rocheuse tempérée, mais bien évidemment, il faut aller observer des planètes qui sont plus grandes et plus chaudes. C'est pas ma spécialité à moi, mais il y a des tas de gens qui le font très bien. Et je pense que les gens qui ont utilisé le James Webb l'ont bien compris. Il faut aller observer ces planètes-là parce qu'elles sont plus faciles à observer et parce qu'elles vont aussi nous apporter plein d'informations sur les processus qui font que une planète ressemble à tel type de planète ou une. Donc, clairement, il va y avoir des observations de planètes plus grandes, plus chaudes. C'est probablement, j'imagine, là où James Webb, pour les exoplanètes, va passer l'essentiel de son temps. Donc, il y a tout un tas de cibles. J'ai pas les noms en tête, mais souvent, c'est des planètes dont le nom commence par WASP ou KELT ou HD quelque chose. Et certaines d'entre elles, voilà, sont des cibles très intéressantes aussi pour le James Webb. Il y a aussi des cibles un peu entre les deux, qui sont entre les planètes grandes et chaudes et puis entre les planètes petites tempérées dont j'ai parlé, du système TRAPPIST-1. Donc, par ces planètes-là, j'entends des planètes qu'on met dans la catégorie, la dénomination parfois de super-Terre ou mini-Neptune. Et il y a plusieurs candidats, par exemple JJ1132b, JJ1214b, K218b, qui sont des planètes qui vont, je pense, aussi être observées avec le James Webb en grand détail. Maintenant, pour ce qui est la partie petite planète rocheuse tempérée, clairement, il n'y a pas mieux que TRAPPIST-1. Voilà. Sauf découverte incroyable dans les années à venir. Voilà, on commence déjà à avoir un peu épuisé toutes les planètes qui sont proches de nous. Et donc, la probabilité qu'on trouve un système qui soit mieux que TRAPPIST-1 commence à devenir vraiment faible. Donc, avec une très grande probabilité, maintenant, on peut dire que le système TRAPPIST-1 pourrait être en fait le meilleur système, en tout cas par cette méthode de spectroscopie de transit avec le James Webb, que nous ayons jamais à disposition, en tout cas dans les prochaines millions d'années ou centaines de milliers d'années, bon, du coup, dans des distances raisonnables en temps, à disposition pour ces observations. Ok, merci. On va prendre encore quelques questions. Là, je vais faire peut-être un combo c'est des choses un peu plus prospectives. Une question donc de Michael Picon. Pensez-vous que des missions comme Starlight ont un avenir pour approcher ces exoplanètes et nous apporter des informations que l'on ne pourra jamais avoir depuis la Terre, ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Et je mets dans le même, en même temps une question. Attendez, il faut que je la retrouve. Oui, donc Blandine Chotard, est-ce qu'on peut envisager à long terme une colonisation humaine malgré la distance? Donc il y a d'une part, dans un premier temps, les observations in situ avec des missions comme oui, le projet Starlight, on a peut-être entendu Je crois parler, que et c'est puis Starshot, après, non? Ça doit être Starshot, non? ah Ou oui, c'est Starshot ou... bon, Ok. peu importe, mais en tout cas envoyer des missions spatiales et la colonisation, alors là on est sur vraiment du très long terme. Alors, c'est des questions, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus qualifiée pour répondre à cette question, mais je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Voilà, le projet, donc je crois que c'est Starshot, ça doit être Breakthrough Starshot, qui est un des projets ambitieux, si ma mémoire est bonne, d'envoyer des sondes ultra légères, propulsées par des voiles solaires autour des planètes les plus proches de nous, comme Proxima ou Alpha du Centaure. Alors, je pense que c'est des projets voilà, qu'il faut imaginer, développer. On le voit dans le système solaire, hein, les missions d'exploration spatiale dans le système solaire, elles permettent de passer sur un autre niveau par rapport aux observations qu'on a à distance depuis la Terre ou depuis les télescopes en orbite de la Terre. Donc clairement, si on peut aller vers cette direction, je pense que c'est intéressant. On va obtenir plein d'informations scientifiques euh, qui sont difficiles à avoir depuis la Terre, parce que les distances, le bruit de l'étoile, tout ça font que c'est difficile à distance d'apprendre des informations sur ces planètes. Après, je pense quand même que, alors c'est là où je suis pas trop expert, donc j'espère pas dire de bêtises, mais je pense que le niveau de technologie qui est demandé pour faire ce genre de mission est extrêmement compliqué. On est très loin d'y être, et donc je pense que c'est important de développer ça. Ça fait partie de l'évolution de la science, mais je pense que c'est des projets à très long terme, voire pour les générations futures, quoi. Pour ce qui est l'aspect colonisation, ouais, je pense que là, alors autant je pense que le projet Starshot,
c'est un projet, même si on ne sait pas faire, on peut imaginer comment faire. Autant la colonisation d'exoplanètes, si tant est que déjà on ait envie de le faire pour des raisons éthiques ou pas, mais je pense qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'imaginer comment le faire. C'est-à-dire on n'est même pas capable d'imaginer quelle technologie, même sur le papier, serait capable de faire ça. Donc je pense que c'est vraiment, c'est vraiment hors de portée. On a le droit, bah, là, via la science-fiction, d'imaginer tout ça. Mais à ma connaissance, la science permet pas encore, en tout cas ce qu'on sait de la science permet pas encore d'envisager raisonnablement ce genre de scénario. Merci. Et peut-être, alors bon, j'en ai peut-être sauté, mais bah, il y avait voilà, un droit de réponse d'Olivier sur les nuages. Il précise, voilà, il parlait de la lumière réfléchie par la surface. Est-ce que les planètes peu nuageuses, donc pour lesquelles on verrait la surface, sont fréquentes? Ah d'accord, ok. Donc en gros, c'est la question, c'est est-ce que on n'est pas biaisé potentiellement par les nuages? Alors, comme on ne sait pas encore si ces planètes ont une atmosphère, de quoi elles sont faites, c'est une question qui est assez difficile. Je dirais quand même que, mais alors ça c'est quelque chose il va falloir vérifier les observations. Il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis ces dernières années qui ont montré que, de par la manière dont ces planètes pourraient se former autour d'étoiles rouges, et de par la manière elles évoluent, en particulier du fait que l'activité stellaire et la luminosité de ces étoiles évoluent d'une manière, euh, avec une propriété qui fait que bah, elles reçoivent beaucoup de lumière et donc elles sont exposées à beaucoup d'échappements. Ces deux éléments mis ensemble laissent penser que autour de ces étoiles rouges, raisonnablement, on pourrait imaginer deux grandes classes de planètes, des planètes qui pourraient être très très riches en eau, donc des planètes océans, ou des planètes qui soient complètement dépourvues d'eau, qui sont formées avec peu d'eau et qui ont tout perdu. Et donc, si cette deuxième catégorie de planètes est fréquente, chose à laquelle on est incapable de répondre aujourd'hui, bah, ouais, il est possible que bah, ces planètes sèches qui aient perdu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, euh, bah, on puisse avoir accès à leur surface. Et donc, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais un des avantages aussi d'aller regarder Proxima b par rapport à ces observations spectroscopie de transit des planètes TRAPPIST 1, c'est que même si Proxima b n'a pas d'atmosphère, eh ben, on devrait quand même être capable, alors tout va dépendre de la réflectivité de la surface, mais avec ce type d'observation, pouvoir aller mesurer la lumière directement réfléchie par Proxima b. Et ce, même si elle n'a pas d'atmosphère. Donc même sans atmosphère, on pourrait aussi accéder à des propriétés, par exemple, de la surface de la planète. Et donc c'est quelque chose qui, je pense, aussi extrêmement complémentaire avec les observations qui pourraient être réalisées sur le télescope spatial James Webb. Ok. Et allez, une dernière. On focalise l'habitabilité sur les planètes avec, avec les inconvénients d'un Jupiter chaud trop gros ou héliosynchrone, mais les satellites de Jupiter chaud ne sont-ils pas des pistes prometteuses? Alors, je dirais que le problème, c'est que euh, j'y m'attends à ce que une lune autour d'un Jupiter chaud, puisqu'elle reçoit à peu près la même quantité de lumière que le Jupiter chaud, soit aussi en fait très chaude. Et donc, il n'y a pas de raison, alors peut-être quelque chose qui m'échappe, mais qui fait qu'une lune autour d'un Jupiter chaud soit pas aussi extrêmement chaud, et donc de ce fait, bah, pas propice à tout l'espace des climats que j'ai mentionné, à la présence de liquide, etc., et donc à l'environnement potentiellement nécessaire pour que la vie telle qu'on la connaît bah, puisse potentiellement émerger. Maintenant, parce que c'était peut-être ça aussi la question initiale. Si on focalise cette question, okay, pourquoi ne pas chercher des lunes autour de planètes géantes qui pourraient être tempérées? Alors d'abord parce que c'est compliqué, mais je vais aussi donner un argument, je pense, pratique. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, la plupart, voire l'essentiel des planètes qui sont autour qu'on détecte dans la catégorie rocheuse tempérée, ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles M. Et en fait, en tout cas à ma connaissance, c'est extrêmement rare d'avoir des planètes qui font la taille d'un Jupiter autour de ces petites étoiles, probablement parce que il n'y a pas beaucoup de matériaux sur lesquels ces planètes peuvent se former initialement. Et donc, à ma connaissance, en tout cas, ce type de planète est ce type de configuration, si elle existe, on ne sait pas si elle existe, mais probablement très très rare. Et donc, qui dit très très rare, dit statistiquement très très loin de nous, et donc bah, pas très favorable pour l'observation. Et donc, je pense qu'à ce jour, c'est assez difficile de battre, à part aller vers des étoiles vraiment type naine blanche ou quoi, il y a des résultats prometteurs récemment sur ce sujet, de battre les observations de exoplanètes rocheuses tempérées sur les étoiles rouges. Ok, bon, Voilà. je pense qu'on va s'arrêter là. Je voudrais remercier et féliciter
Martin, donc comme peut-être Fabien l'a dit en début de séminaire, hein, Martin a eu le prix de thèse de la Société française d'exobiologie cette année. Donc on espère que vous avez apprécié ce séminaire qui vient à la suite du premier séminaire de la SFE qui avait été donné par Purification Lopez Garcia il y a 2 mois. Et donc, je précise qu'on a battu un record puisqu'on a atteint 89 personnes connectées à notre pic. bon, donc c'est un peu plus que la dernière fois. Donc, voilà. Je ne me rappelais plus des chiffres de la dernière fois. Mais donc voilà, l'ambition de la SFE, c'est d'organiser des séminaires sur des sujets liés à l'exobiologie tous les 2 mois. Et donc, on a pris le rythme alors c'est un petit peu compliqué, hein, mais le 3e jeudi de tous les 2 mois. Et donc, ce qui nous amènerait pour le prochain séminaire organisé au mois de février. Et donc, ça nous amènerait au 18 février pour le prochain séminaire. Donc, si vous voulez plus d'informations au sujet de la Société française d'exobiologie, n'hésitez pas à aller sur notre site. Et si par hasard vous souhaiteriez devenir membre de la société, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez devenir adhérent en tant que membre titulaire si vous êtes scientifique et que vous exercez des activités de recherche dans le domaine, ou même en tant que membre associé si vous êtes simplement curieux. Devenir membre de la SFE, ça vous donne pas plus de droits que tout le monde. Tous les contenus qui sont générés par la SFE sont mis à disposition sur le site de la SFE, sur la chaîne YouTube. Les séminaires sont accessibles à tout le monde, hein, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, devenir membre, ça vous permet de soutenir l'activité de la société et puis de participer aussi à nos efforts de diffusion de la connaissance et de structuration de la communauté scientifique interdisciplinaire autour de l'exobiologie. Voilà, merci à toutes et tous. Et donc, on se donne rendez-vous pour le prochain séminaire dont on n'a pas encore fixé le thème, mais ça, on vous avertira en temps et en heure d'ici la prochaine fois. Merci encore Martin, merci beaucoup. Donc on a loupé les quelques premières minutes d'enregistrement parce que bon, j'étais pas là et j'avais pas prévenu Fabien de lancer l'enregistrement, mais bon, je pense que ça sera pas dramatique et on mettra je pense, le film en ligne pour ceux qui ont loupé une partie ou qui voudraient le revoir ou qui n'étaient pas là. On mettra le film en ligne sur le site, la page YouTube de la SFE. Voilà, bonne soirée et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Au revoir.